Bonjour à toutes et à tous, je suis Fred Bousseau et je suis ravi de vous accueillir dans Trail Business Club, le podcast qui vous plonge dans les coulisses du trail. Trail Business Club est produit par Milestone, le média des professionnels et des passionnés de trail running qui publie tous les 15 jours une newsletter qui couvre l'actualité des décideurs, des organisateurs, des équipementiers, des athlètes, des territoires et organise chaque année Milestone Connect, le rendez-vous business et impact du trail running. Trail Business Club est soutenu par la jeune marque annécienne Wise, qui équipe en vêtements et en matériel les coureurs de trail et d'ultra en mode aventure comme en mode performance, comme l'attestent les nombreux podiums décrochés lors de l'UTMB 2024. Wise est surtout une entreprise en phase avec son temps, qui se veut plus qu'une simple marque, un véritable catalyseur de changement, une start-up qui innove et dépose des brevets, qui fabrique en Europe et produit uniquement la quantité de produits commandés. Wise cherche l'équilibre, l'harmonie et des chemins non conventionnels. Alors, si vous souhaitez découvrir cette marque et ses produits, rendez-vous sur wisetrailrunning.com. Bonjour à toutes et à tous. Au lendemain du Grand Raid de la Réunion et du Festival des Templiers, je reçois deux personnalités du monde du sport très impliquées dans le monde du trail. Monsieur Éric Lacroix en direct depuis l'île de la Réunion et monsieur Christophe Basson depuis Bordeaux, tout simplement. Bonjour messieurs et surtout un grand merci d'avoir accepté mon invitation de dernière minute qui me semblait opportune parce qu'on va parler de plein de choses très intéressantes. Bonsoir, Fred, bonsoir Christophe. Effectivement, à La Réunion. Ouais, bonsoir à tous les 2 également, content d'être là. Alors, c'est en écoutant Éric Lacroix dans le podcast de Distance Plus juste avant le Grand Raid de la Réunion, et puis aussi lors de la conférence de l'AFLD où Christophe était présent samedi au Festival des Templiers, que je me suis fait la réflexion que vous aviez finalement une vision commune de la discipline et une vision plutôt très intéressante. Aujourd'hui, on parle beaucoup de trail, d'ultra trail, une discipline devenue un phénomène de mode, des épreuves qui traversent les montagnes, les déserts, qui se déroulent la nuit, dehors, parfois 3, 4, 5 nuits, où la fatigue et bien sûr les limites du corps sont mises à rude épreuve. On parle de dépassement, d'exploit, mais aussi de pression, de dérive, de dopage et de burn-out. Alors pourquoi et pour quelles raisons court-on vraiment un ultra trail? Et surtout, est-ce qu'on se pose les bonnes questions? Pour en parler, nos deux invités au regard complémentaire vont d'abord se présenter individuellement. Éric Lacroix, tout le monde te connaît, coach et préparateur mental, tu accompagnes beaucoup de coureurs dans la performance et l'équilibre. Ce mot est important. Je te laisse compléter rapidement cette petite biographie. Ouais, alors, effectivement, sans passer beaucoup de temps, je viens quand même d'un parcours à la croisée des neurosciences, de la psychologie, de la philosophie. J'aime bien avoir ces approches-là avec les athlètes. Bon, j'accompagne, c'est vrai, comme tu l'as dit, des sportifs, mais aussi des entraîneurs, des chefs d'entreprise aussi en transition, notamment vers une approche un petit peu plus intégrative. Moi, j'aime bien le côté global, holistique de la pratique, entre le science et le récit, quoi, entre le terrain, quoi. J'ai toujours été fasciné aussi par l'endurance et puis comme une discipline physique, mais aussi comme une expérience de vie. Je pense que c'est important de le dire parce que c'est vraiment, le moment où le corps, il va flancher, mais où l'esprit va s'ouvrir. Là, je suis, très curieux de ça, en fait. Et ce que je cherche, c'est ce qu'il y a un petit peu, sous la course, le côté de la narration, de l'émotion et du sens aussi qu'on va donner à son effort. J'aime bien ça, quoi, grosso modo. Christophe Basson, bien connu dans le monde du cyclisme professionnel, puisque tu as été pro, tu as fait un Tour de France que tu n'as pas terminé, mais on en connaît les raisons. Et surtout, aujourd'hui, tu es énormément investi dans la lutte antidopage, mais aussi dans le trafic de produits dopants. Est-ce que tu peux nous te présenter, toi qui d'ailleurs as découvert le trail à travers les Templiers et tu aimes à y revenir chaque année? Ouais, bonsoir tout le monde. Donc ouais, Christophe Basson. Alors moi, je suis aujourd'hui ce qu'on appelle un conseiller régional antidopage. Ça, c'est mon métier, entre guillemets, en tant qu'agent de l'État. Mais par ailleurs investi du coup depuis ouais, maintenant 25 ans dans la prévention. Alors c'est marrant, alors j'écoute Éric, je lis pas mal de choses qu'il écrit et qui m'intéressent beaucoup et en fait, je pense qu'on ouais, on a peut-être la même vision comme tu dis, on arrive au même point, mais on part par la même entrée, en fait. Ça veut dire que moi, depuis le début, beh, j'essaie de lutter contre des dérives que je constate et au final, pendant des années, beh, ouais, j'ai essayé de mettre
d'identifier les facteurs de risque aux pratiques déviantes et jusqu'au moment où j'ai réussi enfin à comprendre que, c'est pas sur les facteurs de risque qu'il fallait travailler, mais plutôt sur des facteurs de réussite au bonheur, aux facteurs de réussite à la recherche à l'atteinte d'excellence et pour éviter justement parce que dans pas mal de déviances aujourd'hui, on rafistole, on met des rustines en permanence, mais on travaille jamais sur la cause réelle. Et là, aujourd'hui, je me rends compte que je travaille, voilà, j'interviens beaucoup sur, les motivations qui peuvent amener les sportifs à, d'une part, dévier, mais au final, pourquoi et également pratiquer. Pratiquer à haute dose et pratiquer sur des disciplines qui parfois, leur correspondent pas, mais pour autant, ils y vont. Ils y vont, quitte parfois à mettre leur santé, alors on va parler de santé au sens large, mais particulièrement souvent la santé physique, en difficulté et là, voilà, la réflexion sur la motivation m'amène à penser que peut-être, tous les pratiquants d'ultra trail ou de trail peut-être, de par, différentes influences, ont dévié vers une motivation qui à mon avis n'est pas la celle qu'on doit privilégier, mais qui du coup les amène à faire des choses qui sont pas toujours bonnes pour leur santé, dans le sens global, tel que l'OMS le définit. Alors, on va y revenir. Dis pas tout de suite, Christophe, sinon, on va terminer dans 5 minutes. Justement, la question qui va nous animer pour cet épisode, c'est la suivante: pour quelles raisons court-on un trail ou un ultra trail? Et effectivement, on s'aperçoit de plus en plus qu'on court peut-être pas pour, les bonnes raisons. Qu'est-ce qu'on cherche vraiment dans cette, expérience extrême? Le dépassement de soi, la recherche de ses limites, la paix intérieure, une forme de fuite, ou tout ça à la fois? Comment vous y répondriez chacun? Je vais peut-être démarrer, mais effectivement, je voulais rajouter un petit truc, c'est que le parcours de Christophe, effectivement, est complémentaire, mais justement, je suis en train de d'écrire dessus parce qu'il y a un projet qui est en cours, un ouvrage aux éditions Monstre, normalement en 2026, qui va justement s'appeler «Au-delà de l'endurance». Donc le mot est quand même pas anodin, où il y a quête de sens, limite et conduite addictive. Et en fait, là, on est sur les conduites addictives qui sont en fait aussi un secteur sur lequel je m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire le comportement à un moment donné sur des conduites. Pourquoi on arrive à des conduites comme ça? Et on voit qu'il y a de la vulnérabilité des personnes et puis finalement l'interprétation qu'on a. Donc si on parle du trail, en fait, l'idée force, c'est que le trail aujourd'hui, c'est devenu plus qu'un sport, c'est aussi un marqueur identitaire. Donc c'est devenu aussi un outil de distinction sociale, finalement, dans notre société. Puis il y a une sorte de laboratoire, heu, notamment un laboratoire quand même particulier de l'individualisme contemporain aussi. C'est-à-dire, on va chercher quelque chose qu'on ne trouve pas dans la société. Donc voilà, peut-être de l'authenticité, du lien avec la nature, mais on va y projeter aussi des normes aussi qu'on a implicites, hein, c'est-à-dire, le côté: «Allez, on a la performance», donc on l'entend. Alors souvent la performance, faut voir par rapport au résultat. La performance, c'est l'optimisation de son potentiel, mais on y met aussi parfois un peu de la pureté, du dépassement comme on entend. Moi, j'aime bien on entend souvent sortir sa zone de confort, parfois du minimalisme, on va voir le côté esthétique du corps, du geste, mais effectivement, il y a quand même un rapport, d'incarnation, au sport, mais qui est perçu complètement différemment selon les individus. Et il y a, comme on le disait dans le versant, par exemple, des conduites addictives ou l'addiction, des personnes qui sont plus vulnérables que d'autres. Donc c'est là aussi où on peut arriver à ces dérives, finalement, où, bah, la santé, elle est mise un petit peu en jeu, voire en danger. Donc voilà, l'idée force quand même, c'est que c'est quand même aussi un marqueur identitaire très fort, pour moi. Toi, Christophe, tu marques les mêmes choses, les mêmes capteurs par rapport à cette, recherche de limites, à cette expérience de l'extrême? Ouais, alors, il y a peut-être la recherche d'extrême, mais moi j'insiste vraiment sur la recherche, d'existence, d'identité parce que, enfin, aujourd'hui, on se rend compte que, les réseaux sociaux prennent quand même une place incroyable maintenant dans la pratique. Et aujourd'hui, on se rend compte que les gens partagent énormément ce qu'ils font, et existent à travers ce qu'ils partagent. Comme je dis souvent, hein, il suffit parfois de dire qu'on s'inscrit à l'UTMB ou à la Diagonale des Fous pour que les gens vous félicitent et likent en permanence votre post. Alors qu'en fait, vous êtes juste inscrit, vous n'avez rien fait, vous n'avez rien démontré. Et c'est la preuve que finalement, ces gens qui vont là-dedans et qui ont des likes, partagent ensuite leur préparation. Ils ont l'impression qu'il y a des milliers de personnes qui les regardent, hein, mais en fait, les réseaux sociaux, c'était pour ça, hein. Je pense que tu as l'impression que le monde entier te voit, mais en réalité, tout ce qui a trait à toi et tout est calculé pour que tu le reçoives
Et en réalité, beh, le dernier arrive au point où, beh, quand ils vont à la course, ils ont envie de réussir, pas spécialement que pour eux, mais également pour les gens qui les suivent et surtout, ils ont une peur de décevoir. Et peur de décevoir, c'est ce qui peut vous amener à faire des choses parfois parce que ce qu'on appelle un petit peu une pression affective, qui est bien plus souvent bien plus forte que la pression hiérarchique, qui vous amène à vers des choses et beh, justement pour pas décevoir ou faire du bien à des gens qui vous sont chers. Et à partir de là, donc, on rentre vraiment dans cette, motivation qui est plus celle qui était au départ, comme, dit très bien Eric, hein, au début, envie d'évasion, envie de se couper de ce système de société. Au final, on se remet par les réseaux sociaux dans un système de comparaison. Or, ce qui nous met en pression régulièrement, c'est vraiment ce système où on est sursollicité et ils achèvent de se sursolliciter dans ce milieu-là, donc et en même temps, moi, ce qui m'interpelle, c'est que, je pense que pour pouvoir, peut-être une des solutions à laquelle j'ai pensé, c'est qu'il faut peut-être arrêter de parler d'ultra-trail. Il faut peut-être parler d'ultra-randonnée ou des choses comme ça pour certains parce que, on se donne une image qu'on n'a pas réellement, en fait. On est beaucoup sur le paraître aujourd'hui et beaucoup de gens se font passer pour des ultra-trailers alors qu'on sait très bien que, beh, ils vont marcher à 98 sur, sur le parcours et là, il faut être, il faut être clair là-dessus. Il faut pas et voilà, il faut pas se voiler la face et de donner pas ne pas donner une image parce que, vous savez, aujourd'hui, moi, quand j'interviens auprès des grosses équipes, le gros problème aujourd'hui dans la société, je pense, c'est la liberté. La liberté, c'est-à-dire que les gens ne se sentent pas libres de dire ce qu'ils veulent, de faire ce qu'ils veulent et cetera, mais en même temps, ils s'y mettent ils s'enlèvent cette liberté en étant en apparaissant tels qu'ils ne sont pas et finalement en vivant dans le mensonge et comment à un moment donné tu peux aussi être libre de faire tout ce que tu as envie, confiance avec tes valeurs et cetera, si toi tu es déjà pas OK avec toi-même en fait et que tu donnes une image qui est pas la tienne et là psychologiquement c'est vraiment très compliqué et ça engendre des actions, beh, qui ne sont pas conformes finalement à et qui ne correspondent pas au bonheur, enfin au à une situation de bien-être. Alors justement, Eric, est-ce que ces conduites, ces dérives, dans la pratique, est-ce qu'elles peuvent conduire même à une forme d'autodestruction, à la fois physique et mentale? Je sais que tu es avec beaucoup de coureurs où tu Mmh. constates, cet état de destruction. Oui, moi je dirais que ça c'est le cheminement, finalement, qui est le plus délétère et final sur lequel après on est en fait entre le normal et le pathologique, tu vois? C'est Canguilhem qui dit ça. Où est la norme? Où est le pathologique? C'est déjà, faut le définir, parce qu'on ne sait plus trop des fois. Donc est-ce qu'à un moment donné, de faire, 30 heures par semaine, c'est pathologique ou pas? Donc ça, c'est à déterminer. Mais moi je reviendrai quand même, et pousser un petit peu plus la réflexion et Christophe l'a déjà engagé. Je pense qu'à un moment donné, il faut comprendre aussi pourquoi notre cerveau, il fonctionne. La manière dont il fonctionne, c'est qu'on est sur la survie en permanence et la survie a amené plein de choses. C'est-à-dire qu'on est câblé, avec un système sous-cortical où l'amygdale travaille, où voilà, il y a des zones qui travaillent énormément et cette survie amène des comportements de peur. Effectivement, la naissance est importante, la finitude aussi. Mais entre les 2, on a notamment souvent la peur de ne pas être aimé, la peur de manquer, qui vont créer des besoins et ces besoins, ça va être le besoin de sécurité, par exemple, le besoin, de reconnaissance et le besoin d'accomplissement. Donc moi, je pose toujours la question un petit peu, la quantification un petit peu de ses besoins à un moment donné. C'est-à-dire quand la personne elle est à 10 sur 10 sur toutes les échelles, bon, l'accomplissement, on peut le comprendre, il y a pas de souci, mais quand elle a un besoin de reconnaissance, bah, c'est sans fin. C'est-à-dire qu'elle peut remplir, remplir, remplir en permanence et bah, comme le disaient les réseaux, c'est un bon outil pour ça. C'est-à-dire on va aller chercher le like, on va rechercher le like et on va rechercher et si on ne l'a pas, qu'est-ce qu'on fait? Bah, il y a ça crée du manque. Donc quelque part, en créant du manque, bah, qu'est-ce qu'on va chercher? On va aller chercher la reconnaissance. Comment on va la chercher? Donc comme notre cerveau, il est câblé là-dessus, bah, il y a tous ces effets de neurotransmetteurs, dopamine, sérotonine, et cetera. Je ne vais pas rentrer dans les détails, qui font que, bah, la personne est en souffrance. Et là, on parle la souffrance et l'interprétation de la douleur, hein. Donc mais c'est une interprétation psychologique, finalement. Donc on n'accepte plus, un certain degré de douleur. Donc si on n'accepte plus la douleur, bah, finalement, qu'est-ce qu'on prend? On va prendre des produits, on va prendre des AINS, des anti-inflammatoires non stéroïdiens en début. Parce que, finalement, on n'accepte plus d'être dans cette douleur. Parce que pour nous, elle est interprétation de la souffrance. Vous voyez? Donc tout ça fait que, au bout du compte, on arrive à des choses où même le modèle du haut niveau, ça serait quelqu'un qui a plus de douleur, qui n'a plus d'interprétation de la souffrance, qui passe les étapes où ça paraît facile et comme le dit, Christophe, oui, à un moment donné, effectivement, il faut relativiser aussi le côté du super-héros,
on reste quand même des êtres humains avec des câblages et de la vulnérabilité, de la fatigabilité et en même temps de la fragilité. Il faut l'accepter cette fragilité. Et en fait, alors c'est marrant ce que tu dis parce que bon, ce week-end, je suis au Templier, j'ai participé à aucune course, mais j'ai voulu l'après-midi, le samedi après-midi faire, un parcours de la Dourbie-Fourmies là, de 23 kilomètres et je suis parti et sur le final, en fait, je retrouvais le parcours du marathon d'Écosse, je crois, ou autre et donc il y a eu une queue incroyable, puis je me retrouvais dans la deuxième partie du peloton et tous à la file indienne et donc je me suis dit: «Beh, écoute, c'est la première fois», parce que c'est vrai que ça m'est pas spécialement arrivé sur du long de me retrouver, tu vas te mettre dans la file indienne, tu vas essayer un petit peu de vivre un peu ce que, beh, les gens que tu encadres sur les séjours peuvent vivre en réalité et je me suis rendu compte que, ben, en fait, bon, sans compter les gens qui étaient arrêtés, épuisés et cetera, mais devant moi, il y en avait un, il arrêtait pas de s'entraver parce qu'il était cuit, épuisé et à chaque fois, il s'engueulait, il s'énervait et cetera. Mais j'avais envie de lui dire: «Mais si tu es là, pourquoi tu es là? Pourquoi tu as décidé de faire, un 40 kilomètres plutôt qu'un 20? C'est bien pour rechercher cet état-là et en même temps, tu es là et tu le regrettes et ça t'énerve. Entre beh, va entre guillemets sur un 20 kilomètres et tu auras pas» parce que quand on fait j'imagine, enfin moi dans mon idée, moi excusez-moi, hein, je suis pas ultra trailer donc je me suis limité pour l'instant à 80 bornes mais quand on va chercher ces distances-là, c'est qu'à un moment donné, tu vas chercher le moment où tu es épuisé, où tu vas chercher la difficulté, où tu vas chercher au profond de toi-même. Mais si au moment où ça arrive, ça t'énerve, ben n'y va pas, n'y va pas. Mais pourquoi ces gens finalement ils sont sur ces distances? C'est peut-être, ben, ils se croient plus forts que ce qu'ils sont et ils se retrouvent là déçus par eux-mêmes et en même temps aussi parce que c'est ces distances-là qui font parler, qui les font exister. Donc et souvent, pour revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure et ce mal-être dont tu parlais Eric, moi je crois que alors c'est marrant parce que, bah, bon, je pense que pendant ce podcast, tu auras tes mots puisque toi, tu es un peu l'expert là-dessus en psycho et cetera. Mais moi, j'essaie de coller un petit peu comment moi je le ressens et je l'exprime quand j'interviens. Mais c'est que, j'ai souvent, ben, moi je constate, ben, je différencie parfois la vraie bonne estime de soi et la fausse bonne estime de soi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui, pour exister, vont toujours se comparer à pire qu'eux. Ça veut dire qu'il y a des gens qui, les gens qui vont faire du travail au black, qui vont détourner de l'argent, ils vont dire: «Bah, attends, moi, c'est pas grand-chose ce que je fais, là-haut, ils détournent des millions». C'est les gens qui, le matin, ont besoin de critiquer au boulot, les gens qui arrivent en retard pour dire qu'eux travaillent bien. Alors que souvent, la vraie, bonne estime de soi, en fait, c'est un peu celle que tu alimentes par l'action. C'est alimente parce que toi, tu fais et au final, lorsque tu t'auto-évalues le soir, quand tu te regardes dans le miroir, que tu te brosses les dents, tu te dis: «Ouais, est-ce que j'ai été capable de sortir de mon confort? Est-ce que j'ai agi de manière éthique ou pas?» Vous savez, là, agir de manière éthique, c'est est-ce que j'agis quand je fais quelque chose? Est-ce que, si les rôles étaient inversés, je l'accepterais? Est-ce que quand je fais quelque chose pour me privilégier, je fais du mal à quelqu'un ou pas? Et donc là, c'est vraiment l'auto-évaluation. Et aujourd'hui, on est dans une situation où les gens ont besoin pour exister, et comme tu dis, parce qu'ils sont dans ce mal-être, d'être évalués par les autres et d'apparaître comme quelqu'un un petit peu de hors norme aux yeux des autres. Alors que ils devraient, l'idéal, c'est qu'ils arrivent à s'auto-satisfaire et à s'auto-évaluer et se dire: «Ben oui, moi j'agis un petit peu de manière éthique, je suis fier de ce que je fais, j'arrive à sortir de mon confort, j'arrive». Mais vrai, tu vois, tout à l'heure, j'intervenais auprès de justement, j'étais dans les Pyrénées parce que j'intervenais auprès d'un diplôme sportif, cyclisme et je leur expliquais, clairement que, ben voilà, moi aujourd'hui, moi je suis à Bordeaux, honnêtement en cadre pour aller courir, c'est pas terrible, mais 9 fois sur 10, j'ai pas envie d'aller m'entraîner. 9 fois sur 10, j'y vais, mais j'ai pas envie. Mais pourquoi j'y vais? Parce que c'est bien parce que j'avais pas envie qu'ensuite je suis super content de l'avoir fait. Si j'avais pas cette contrainte, de me faire cette concurrence, hein, entre un côté de ma tête qui me dit: «Repose-toi, bois l'apéro avec Pascal et cetera, un peu de fromage, un vin rouge et cetera» et l'autre qui me dit: «Non, non, il faut que tu ailles t'entraîner parce qu'après tu seras fier de l'avoir fait» et beh, j'arrive à être en concurrence et faire le choix qui pour moi est le meilleur et c'est en sortant de ce confort finalement qu'on vient alimenter cette fameuse, estime de soi que je dis bonne. Bon, alors c'est qu'une question de excusez-moi, hein, Eric, c'est pas les bons termes, mais celui-là qui est capable de s'auto-évaluer, prendre sur soi, se dire: «Ben ouais, j'ai réussi à le faire» et pas besoin de dire: «Ah bah ouais, je suis plus fort que l'autre», en fait. Mmh. C'est intéressant et si je peux rebondir effectivement d'aller dans le prolongement, il y a deux thèmes forts, sur lesquels tu sors et qui sont vraiment, vraiment importants. Le 1er, tu évoquais le côté, éthique et je pense qu'il y a un travail à faire sur les vertus, parce qu'on parle de valeurs, mais on affiche, par exemple, même des chefs d'entreprise affichent des valeurs, mais les vertus, c'est finalement la dénomination des valeurs, vraiment. C'est-à-dire avoir le courage d'être sincère, par exemple, c'est voilà, on ne peut pas mettre le courage tout seul, on met avec la sincérité et ça, c'est des choses à travailler avec les athlètes parce que c'est vraiment un fondement profond, sur la personne. On parlait de l'identité tout à l'heure, l'identité profonde, celle où tu épluches les trucs de l'oignon et que tu te retrouves à un moment donné et tu pleures parce que voilà, les premières couches, c'est pas celles qu'on montre
Et il y a la deuxième chose que tu parles, c'est plutôt le côté, effectivement, de l'estime notamment, mais sur le côté plutôt de l'acceptation. C'est-à-dire, tu parles de rumination des athlètes, tu vois? Et il y a une sorte de dissonance cognitive qu'on appelle ça dans les termes, finalement, l'accompagnement mental. C'est-à-dire, le mec, il s'inscrit, il paye cher un dossard, il arrête pas de gueuler, il arrête pas de se plaindre et en fait, tu lui dis: «Beh, tu as payé cher, en fait», tu vois? Et il dit: «Oui, oui, mais en fait, pourquoi tu es en train de ruminer? Parce que tu dis que tu vas faire quelque chose où tu vas découvrir, explorer et cetera, puis tu arrêtes pas de». Et donc il y a ces versants de l'acceptation parce qu'il y a des stades, en fait. Et nous, ce qu'on essaie de proposer, c'est de dire: «À un moment donné, il y a un stade de rumination qui est ça ramène rien. Le deuxième stade, tu évites, c'est l'évitement, tu vois? J'évite d'avoir la douleur, j'évite de ça». Et le côté de l'acceptation, il vient, tu vois, dans cette dissonance, fortement appuyer le côté de l'éthique et des vertus, pour moi. C'est-à-dire que quand tu commences à accepter que de dire que je m'inscris sur une épreuve qui est longue, sur laquelle, bah, tu vois, il y a des choses à aussi travailler sur l'identité. Et effectivement, je pense que ce versant-là, il n'est pas assez, évoqué, je pense, tu vois, à tout le monde. C'est-à-dire on s'inscrit parce qu'il faut faire. Voilà. On fait cette course parce que c'est comme tu dis, on va exister sur les réseaux sociaux. Ouais, mais il faut la vivre aussi, tu vois? Il y a vivre et exister. Est-ce que tu la vis ta course, tu vois? Est-ce que les 40 heures que tu vas passer, tu attends en permanence la ligne d'arrivée, quoi? Tu vois? Pour dire: «Je vais avoir la médaille et je vais briller». Bah, je pense que si c'est long, hein, 40 heures à attendre, hein. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est long. Mais bon, Et parfois, en après plus, les médailles en bois, elles brillent pas beaucoup, en plus. Heu, non. pour revenir à justement ce dépassement de soi, ce questionnement qu'on peut avoir, à un moment, on va effectivement s'inscrire. On en connaît tous des gens qui s'inscrivent, on les voit. Moi, je les ai vus aussi, sur de nombreuses lignes d'arrivée cette année. Mais est-ce qu'à un moment, justement, Christophe, c'est la question sur laquelle toi tu travailles, c'est est-ce qu'on va justement pas aller vers des dérives dopantes parce qu'on se doit d'accomplir l'objectif qu'on a inscrit en s'inscrivant le jour J et que du coup, on est presque, envahi d'une mission vis-à-vis de sa communauté, parce que je voulais y venir plus tard, mais maintenant tu en parles, de sa communauté, mais qui est à la fois sa communauté, sociale, familiale, mais aussi sa communauté virtuelle des réseaux sociaux. Ouais, bah, après ce qui est à mon avis, pose un vrai problème ou le point sur lequel il faut travailler, c'est réellement sur quelle motivation et sur quel type de performance les sportifs y vont. Parce que globalement, quand tu vois dans les définitions de la performance sur le dictionnaire, beh, soit tu as le résultat d'une équipe ou de concurrent dans une épreuve, soit globalement tu as le test de performance. Par exemple, le test intellectuel et cetera ou le test d'une voiture, la capacité à faire de 0 à 100, en combien de temps elle fait le 0 à 100. Et là-dessus, je crois qu'il y a un vrai souci de motivation parce qu'aujourd'hui, ce qui est reconnu et d'ailleurs, moi je l'ai dit ouvertement, quand le président de la République donne comme objectif 72 médailles aux Jeux, pour moi c'est quelque chose qui me choque dans le sens où c'est déjà difficile de maîtriser la performance d'un athlète, si déjà tu la maîtrises à 80-90, c'est déjà beaucoup et si tu veux gagner finalement, beh, il faut maîtriser celle des adversaires aussi et là, quand c'est beaucoup plus compliqué quand même ou alors il faut en arriver à ce père de famille dans les Landes qui, il y a quelques années, parce que il voulait que son fils gagne le match de tennis, il avait mis un somnifère dans le bidon de l'adversaire et malheureusement, le joueur, sur le chemin de son retour, il s'est endormi au volant, il s'est tué et le papa est parti en prison. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, quand on parle de motivation, moi je rêve finalement d'un président qui dit: «Eh beh, je souhaite amener nos athlètes à leur excellence au moment des Jeux». Parce qu'au final, c'est ce qu'on cherche. Qu'ensuite la motivation bascule sur une motivation d'aller gagner et cetera, plus on s'approche de l'échéance et cetera, bien sûr, parce que c'est ce qui va t'amener d'aller au-delà. Mais en tous les cas, quand même, la principale motivation doit être vraiment profonde pour être, meilleur qu'hier et moins bon que demain et toujours progresser. Et surtout ne jamais avoir de regrets. Parce que là, je pense que c'est un point sur lequel on pourra arriver, c'est quel rapport on a entre le regret et l'échec par rapport à ça. Et on est aujourd'hui dans une situation où, eh beh, comme tu dis, on va sur une course, on souhaite exister et nous, on fait un réel constat entre les pratiques déviantes et le désengagement moral. Le désengagement moral, je vous donne un exemple, en fait, c'est lorsque un jeune sportif qui est au plus haut niveau, dernièrement, j'intervenais justement dans un crêt où je sais pas que je leur reprochais, je remettais un petit peu en question le fait de mettre plein d'outils pour atteindre l'excellence. C'est-à-dire qu'ils se vantaient d'avoir mis des bains chauds, bains froids, ils se vantaient d'avoir une personne qui veut faire des massages plus régulièrement, enfin plein d'outils pour mieux récupérer. Et ce que j'expliquais, c'est que, beh, le désengagement moral malheureusement ouvre la porte aux pratiques déviantes et ce que j'expliquais, c'est qu'un jeune qui a l'habitude de s'étirer, 30 minutes par jour
si lui amènes des outils pour mieux récupérer, qui sont le bain chaud, bain froid, qui sont le massage, où, entre guillemets, il est passif, il n'a pas besoin de sortir de son confort, eh bien, il va s'étirer plus que 15 minutes. C'est-à-dire qu'il va diminuer un petit peu son engagement dans l'accès au plus haut niveau, à l'excellence, parce qu'on y apporte des outils de confort, plutôt qu'utiliser ces outils pour atteindre une excellence qu'il n'atteindrait pas s'il ne les avait pas. Et là, si on n'arrive pas à travailler là-dessus, à force de les assister, de leur donner des avantages, eh bien, on les amène vers ce désengagement moral qui ouvre la porte à tout, parce qu'on commence à créer un lien de causalité entre l'utilisation d'une méthode, l'intervention d'une personne, et pourquoi pas l'utilisation d'une substance pour performer. Et là, commence à s'ouvrir un petit peu ce problème, et dont parlait tout à l'heure Eric, et c'est-à-dire que on commence à identifier parfois les facteurs limitants, c'est le douleur, et on prend des AINS. Mais quand on parle des AINS, on peut aussi largement parler de la caféine qui est interdite il y a à peine 15 ans dans les milieux du sport. Je peux rebondir, hein, et continuer. Je trouve, vraiment intéressant effectivement la position claire de Christophe là-dessus, mais c'est vrai que ce qu'il évoque aussi, c'est que la frontière, elle est floue, entre la préparation minutieuse et l'obsession du contrôle. Et en fait, notre cerveau, comme je disais tout à l'heure, il est câblé, mais souvent le premier élément de stress, c'est le manque de contrôle ou éventuellement l'hyper-contrôle. Donc ça, c'est quand même important de dire, c'est-à-dire la questionner la personne sur il peut y avoir des personnes vulnérables parce qu'ils veulent tout contrôler ou alors ils sont en manque de contrôle. Donc ils vont, voilà, dans l'incertitude et cetera, ils vont créer de l'anxiété. Et ce qu'évoque, effectivement Christophe, c'est là-dessus. Et parce que le dopage se résume pas effectivement à l'EPO, c'est aussi automédicamentation, enfin, automédication on dit, hein, c'est ça la prise, excessive d'anti-inflammatoires parce qu'on n'accepte pas la douleur, les microdosages de stimulants, il peut avoir même une sorte de nutrition un peu orthorexique, on peut en parler parce qu'il y a on travaille aussi avec Manon Dauvergne qui est dans l'ouvrage, qui travaille notamment sur les TCA, troubles du comportement alimentaire, et cetera, tous ces comportements. On travaille sur le REDS, sur le syndrome REDS, on dit REDS maintenant, et même sur un surentraînement qui pourrait paraître déguisé, quoi. Donc c'est quand même particulier parce que la performance, en fait, je pense que ce qui est important de la définir, c'est bien quand même optimiser son potentiel personnel. Finalement, mobiliser ses ressources à soi, mentales, physiques, et cetera, pour un objectif qu'on s'est fixé. C'est ça. Et là, on entend souvent le mot résultat, il faut des médailles, et Christophe a entièrement raison, on met finalement la personne dans un manque de contrôle. Et finalement, si on revient à l'optimisation de son potentiel, bah, on vient vers un certain contrôle de ce qu'on peut contrôler. C'est plus sain. Et là, peut-être qu'on va un peu dévier sur une attitude, une posture qui est différente et peut-être un petit peu plus sereine, plus zen pour le cerveau parce que finalement, et moi je reviens à la définition aussi de Claude Fauquet, il dit: «Il y a pas de performance, c'est que de la contingence». Donc comme il y a de la contingence, il y a du hasard, du machin, bah, on met de l'incertitude en plus. Donc c'est pas facile, hein, pour un athlète, de gérer, parce que lui, son corps, il est là, il est réactif, mais son cerveau, il est prédictif. Et lui, il peut faire il y a pas de distinction entre le réel et l'imaginaire dans le cerveau. Donc s'il se met en situation de mal, il va être mal. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de prendre des choses, des produits, de surcompenser, énormément pour se rassurer, tout simplement. Voilà. Je crois qu'il y a aussi les 2 aspects où, d'une part, il y a ce côté où on va avoir besoin de battre l'autre finalement. Alors il y a 2 aspects quand même. Nous, en termes de dopage, on peut voir les gens qui se dopent parce qu'ils veulent essayer de battre les autres, ce qui est important, et d'autres qui finalement vont aller vont se fixer des objectifs qui ne sont pas atteignables parce que ce sont ceux-là qui permettent d'exister. Et quand on prend le premier, finalement, battre les autres, alors c'est Albert Jacquard, je crois qu'il disait, il y a pas je crois, il disait, «Je n'ai pas, je n'ai pas à être, à battre l'autre, je n'ai pas, à être plus fort que l'autre, je dois être plus fort que moi grâce à l'autre». C'est-à-dire qu'on lui a C'est fait ça. dire qu'il était contre la compétition, mais il était contre la compétition telle qu'on voulait la développer, où on met vraiment de la compétition où il y a un gagnant, il y a des perdants et que des perdants derrière, et qu'à tout prix, il faut un classement. Par contre, il était vraiment pour l'adversité qui te permet justement d'aller au-delà de tes limites. Mais le deuxième aspect, quand je parlais tout à l'heure justement des objectifs qui n'étaient pas bons, c'est que les réseaux sociaux t'amènent à faire ça. C'est-à-dire la communication, tous ces réseaux permettent, te poussent à prendre des objectifs qui ne
À l'origine, on se fixe des objectifs en fonction de nos aptitudes et de nos capacités. Pour faire simple, on parle d'aptitudes, on les développe pour en faire des capacités et en fonction de tes capacités, la marge de progression que tu peux avoir, tu vas te fixer des objectifs. Et souvent, quand on intervient auprès des jeunes, qu'on leur explique la démarche du projet, il y a le truc SMART, etc., où il faut que ce soit notamment atteignable. Là, on se fixe des objectifs qui, la plupart du temps, ne sont pas atteignables et on est dans une situation. Alors, c'était Carol Dweck. Carol Dweck, une psychologue là, anglaise, qui a un peu défini 2 états d'esprit. L'état d'esprit, alors que je fais simple, Eric, tu me diras C'est le si je me trompe. mindset, hein. Ouais, c'est du mindset, Ouais, ouais. c'est ça, Mmh. voilà, tu me diras si je me trompe pas ou Mindset si de croissance. Mmh. en fait, clairement, elle met un état d'esprit fixe, un état d'esprit de développement. C'est-à-dire une personne, Mmh. souvent je prends l'exemple, ben voilà, moi je souhaite acheter une grange en montagne, et beh, j'ai une option, mais bon, mon épouse, elle est folle de la valet de chambre. La valet de chambre, quand tu es fonctionnaire, c'est pas évident de se payer un chalet là-bas. Et j'ai la première option, l'état d'esprit fixe, et beh, voilà, je gagne ça, j'arrive pas. Je vais voir mon directeur, j'ai dit: «Bah, écoute Mathias, est-ce que voilà, je t'explique, je veux m'acheter un chalet à Chamonix, est-ce que tu veux bien me doubler mon salaire?» Eh ben, Morali, vous comprenez bien qu'il va dire non. L'état d'esprit développement, c'est différent. C'est-à-dire, je vais mettre mes stratégies, je vais mettre mon action pour aller atteindre un objectif. Pour faire simple, un état d'esprit fixe, globalement, eh beh, souvent, il surestime un petit peu l'obstacle, il sous-estime ses capacités et la plupart du temps, soit il abandonne, soit il dit que s'il n'y arrive pas, c'est pas sa faute, c'est la faute des autres et que l'obstacle était trop haut. L'état d'esprit développement, beh, il analyse bien l'obstacle, il analyse ses compétences, ses capacités, il a une certitude, c'est qu'il va y aller. Il a une incertitude, c'est qu'il n'est pas sûr d'y arriver. Mais par contre, il a la deuxième certitude, c'est que s'il n'y arrive pas, il aura beaucoup appris. Et que peut-être il réussira à la deuxième ou troisième tentative. Mais ça, il faut imaginer que, en fonction d'où tu es, enfin, on n'est pas 100% d'un côté, 100% de l'autre, hein, mais on a automatiquement des tendances. Aujourd'hui, si tu te fixes un objectif qui n'est pas atteignable, on comprend bien qu'on va trouver dans une situation où la personne, ben, va savoir d'entrée qu'elle ne va pas y arriver, qu'elle n'y arrivera pas et qu'il faut trouver d'autres solutions. Mais en termes d'estime, c'est vraiment un vrai problème parce que je reprends l'exemple de mon chalet que je veux acheter. Je suis allé voir mon directeur, mais ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que mon bonheur, c'est d'avoir un chalet en Val-de-Chambre. Je vais voir mon directeur, ça veut dire qui dit oui, je deviens heureux, il dit non, je reste malheureux. Ça veut dire que je suis en train de mettre ma situation psychologique entre les mains de mon directeur. Et souvent, quand je dis la liberté, c'est quoi? C'est lorsque ton bonheur ne dépend pas de la décision d'un autre. Et comment tu arrives à te mettre dans une situation, à travailler sur toi, à travailler sur ton environnement, pour finalement essayer de maîtriser au maximum ton bonheur. Et c'est-à-dire construire une vie qui t'amène vers le bonheur, plutôt que finalement te mettre dans une situation où tu vas devoir à un moment donné quémander, te demander des changements ou dire que c'est la faute des autres si tu es malheureux. Et là, aujourd'hui, en se fixant des gros objectifs comme ils le font, ils se mettent dans cette situation où c'est inatteignable. Et donc, automatiquement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller demander des solutions extérieures sur lesquelles ils n'ont pas la main et on est directement dans une démarche déviante. Mais vous savez, on parle de démarche déviante, conduite dopante, bah, c'est une démarche déviante, mais parfois la violence, ça est parfois il y a d'autres choses. Et puis, il ne faut pas oublier quand même que le dopage, c'est avant tout une tricherie et couper sur un circuit, pour moi, c'est aussi sanctionnable que le dopage, tout comme ne pas prendre le matériel obligatoire. Mmh. C'est intéressant et effectivement, tu évoquais le côté j'ai entendu le côté bonheur ou d'être heureux et le côté philosophique d'être heureux finalement, c'est un philosophe qui disait que c'était de ne pas être malheureux et et on voit qu'il y a des personnes qui se créent un petit peu, finalement, le côté du «malheur» entre guillemets, ils le cherchent un peu parce qu'on est là-dessus sur le fonctionnement aussi un peu du cerveau. Comme on disait, on est câblé là-dessus et que si on ne fait pas ce travail-là, pour ça que nous, le côté mental aussi est vraiment important et on arrive à ces moments-là justement dans l'ultra trail là en ce moment, sur l'ultra-distance et cetera, il faut qu'on évoque, qu'on ait des personnes qui puissent être un peu garde-fous, hein, sans être les sauveteurs du monde. Mais en tout cas, d'évoquer, les pistes sur lesquelles notre cerveau, il fonctionne de telle manière que, il y a on peut se mettre aussi en danger. Tu as évoqué effectivement, ces versants des conduites et finalement, et en fait, les personnes se sentent jugées, se sentent, dans un contexte vraiment particulier et il y a ce syndrome du toujours plus. Donc du coup, qui fait que, bah, tu parlais du mindset et c'est vraiment important de fixer ça. C'est-à-dire, on parle de limites à un moment donné. Quelles sont mes limites réelles? Dans mon mindset, voilà, de croissance et cetera. Pour certains, le dépassement peut être structurant, Christophe, on est d'accord, tu vois? C'est-à-dire que
et pour d'autres, par contre, il va devenir une sorte d'hubris moderne, c'est-à-dire, la fuite en avant, la quête de reconnaissance et c'est là, il faut trouver, cette subtilité à un moment donné de se dire: «OK, pourquoi je pratique, quoi?» Et on est sur le why, hein, souvent, sur la question du pourquoi, qu'on évoque, mais parce qu'on est chacun est singulier là-dessus. Il y a une prise de position là-dessus et pourquoi je fais du trail, quoi? Pourquoi je fais de l'ultra? Pourquoi je veux faire du long? Je me retrouve dans des situations pas possibles. Quand j'étais au Maïdo encore, voilà, pendant le Grand Raid, je vois les gens dans un état, et il y en a qui le vivent bien, mais il y en a qui le vivent très mal. Voilà et mais très, très mal et ils derrière, ils sont encore très mal aussi. C'est ça que je veux dire. C'est très difficile pour eux. Oh, sur ce Mmh. plan-là, ce que tu dis, bon, j'ai pas vu le Maïdo, mais moi, tous les ans, je vais à l'UTMB, je vais les voir arriver à l'UTMB, je vois dans quel état ça arrive. Même, je suis parfois choqué que finalement, on médiatise énormément ça, dans l'état où ils arrivent, parce que c'est «poussé» entre guillemets, celui qui est le plus méritant, c'est quasiment celui qui finit le plus détruit. Globalement, en fait, malheureusement, c'est un peu ça parfois et on communique beaucoup là-dessus, mais je crois que, enfin, dans les situations où on est aujourd'hui et moi je considère, alors je vais plus choquer de nombreuses personnes, j'en sais rien, mais je crois qu'on a un droit à la santé, mais aussi on a des devoirs et qu'arrive un moment, et beh, il faut être raisonnable. Il faut être raisonnable parce que ferions-nous et que feraient ces gens si, on n'avait pas la sécurité sociale qu'on a en France, avoir des soins et faire 2 semaines, 3 semaines de kiné à l'issue d'une course. Je crois que là-dessus, il faut être capable de se responsabiliser. Est-ce que parfois c'est pas devenu, égoïste que de faire des événements et des manifestations de ce type? Surtout lorsqu'on en arrive à des situations dans lesquelles on arrive et en plus on le cherche à travers l'utilisation d'AINS, à travers des trucs qui nous poussent à dépasser des limites et du coup qui entraînent derrière d'énormes conséquences. Alors, je veux bien entendre que ça apporte également un bien-être, hein, parce que comme je dis, hein, bah, souvent quand je m'amuse à boire un coup, sur une terrasse, dans la vallée dans la rue de Cham, le lendemain des grandes courses, beh, qui je vois souvent? Beh, des gens, ils ont encore leur bâton, ils ont pas lâché alors que c'est le lendemain. À chaque pas, ils grimacent, entre chaque pas, ils ont le sourire et pourquoi ils ont le sourire? C'est qu'ils ont un gros débardeur et derrière, il y a marqué finisher. Ça veut dire qu'à un moment donné, ces gens, ils ont fait un choix de santé. Alors quand on prend la santé telle que définit l'Organisation mondiale de la santé, hein, pour faire simple, c'est l'équilibre entre le bien-être physique, mental et social. Mais le problème, c'est que, beh, c'est difficile d'avoir les tout à 100 et clairement, tout comme un combattant de MMA, je pense, il va pas dans l'octogone pour se faire du bien et pour la santé physique. Mais par contre, il y va, beh, pour les 2 autres aspects et finisher souvent, beh, qu'est-ce qu'il y a? Eh beh, finisher dans le dos, ça veut dire quoi? Il a réussi son défi et ça veut dire qu'il fait partie de la famille des finishers et donc ça veut dire que mentalement, il est bien et socialement aussi. Mais pourtant, eh beh, sur le plan physique, je crois qu'il y a un vrai problème là-dessus. Donc j'entends, ouais, il y a des choix, il y a des gens qui sont dans des situations et qui font, mais attention. Enfin moi, j'ai tendance à alerter là-dessus. Je me dis aujourd'hui, on parle des pratiques déviantes comme le dopage et cetera. Mais est-ce que finalement, le problème qui va nous arriver en pleine figure dans quelques années, est-ce que c'est pas les conséquences justement de vouloir chercher à faire des choses dont on n'est pas capable, d'y aller beaucoup trop vite et tout simplement parce que, beh, on a finalement et là encore une fois depuis je chope parce qu'on a des soins gratuits, on se permet d'aller à des niveaux qu'on ne devrait pas aller si on s'écoutait davantage et si derrière on n'avait pas autant d'assistance. Donc voilà, on parle beaucoup de tout ça, mais c'est pareil comme le burn-out, hein, aujourd'hui, on parle du dopage, mais pour moi le burn-out, la sursollicitation, à être connecté en permanence est un danger bien plus important que le dopage. Ouais, c'est vrai qu'il y a de la porosité aussi, hein, dans le milieu de l'entreprise, on retrouve moi, j'aurais une position un petit peu plus nuancée parce que je suis souvent dans le domaine de l'ultra et c'est un sujet qui me passionne. Alors peut-être nuancé, mais peut-être voilà, évoquer ces propos de nuance. Je crois pas qu'il faille freiner le désir de se dépasser parce que au fond, si on étudie un petit peu certaines choses, il faudrait le définir déjà, se dépasser, parce qu'il y a toujours des fois une quête de sens par rapport à ça, mais c'est plutôt, le questionner le moteur intérieur de ça. C'est-à-dire, est-ce que je vais plus loin finalement en me dépassant pour explorer? Voilà, mais quelles sont justement mes limites? Ou est-ce que c'est pour combler quelque chose? Et là, moi je pense qu'il y a une forte nuance. Est-ce que c'est pour me retrouver finalement, face à une épreuve sur laquelle, bah, j'ai besoin de résilience, de robustesse, de chercher de la robustesse, de chercher des raisons en fait à me sentir vivant? Ou alors c'est pour me fuir? Parce que voilà, et là la nuance elle est forte parce que, c'est pas toujours plus le problème, c'est toujours pourquoi. Tu vois? C'est ça, en fait et je pense que la nuance est fondamentale parce qu'on peut accepter le fait que, finalement, on va chercher l'extrême.
dans notre cerveau, on a besoin d'explorer, d'aller voir un peu où on en est. Puis il y a des histoires personnelles intérieures. Mais après, c'est la dérive que tu évoques, Christophe, et que finalement Fred a initié là. C'est qu'on arrive là dans des parties, vous avez évoqué les réseaux sociaux, et les gens n'ont plus la conscience de ça. C'est-à-dire qu'ils sont un petit peu comme des machines et ils vont pas faire ce travail d'intériorité, de philosophie. La philo, c'est pas de la philo comme on a eu à l'école. Là, c'est vraiment un problème philosophique, d'existence, de vie, de chemin, de parcours, d'exploration. Voilà. Et là, je pense qu'il y a des gens, ils foncent droit dans le mur parce que j'ai besoin, je remplis, mais c'est sans fin en fait. C'est Mais c'est c'est surtout la c'est différence, sans en fait, par mmh, exemple, ce que tu mmh, dis, hein, ceux qui vont chercher justement ces états-là, ce dépassement, je m'inquiète pas trop pour eux, c'est pas eux qui ont intérêt à utiliser des INS ou d'autres produits. c'est ça. Parce qu'entre guillemets, ils vont cacher ces sensations qu'ils vont rechercher. Donc et cette satisfaction à vouloir se dépasser. Donc au final, ces personnes-là, c'est pas ceux-là qui sont inquiétantes, ce sont plutôt les autres qui, vont aller au-delà, mais au-delà, mais et pour autant derrière ne pas assumer vraiment, ne pas assumer les conséquences parce que, tu sais, le sport de haut niveau quand même, enfin moi j'ai toujours aidé, moi quand j'étais cycliste, truc qui me motivait, j'étais dans un milieu où ils étaient tous dopés et pour autant, mon obsession c'est réussir à les utiliser pour qu'ils me mettent dans un inconfort et pour pousser le corps à récupérer. Globalement, tu sais, dans ma philosophie, moi, j'ai toujours pensé, que le corps, c'est lorsque, il de toute façon, l'entraînement, c'est ça, hein, c'est lorsqu'il récupère qu'il se transforme et l'idée, c'est plus je le mettrai dans le dur, plus finalement il se transformera à être plus fort. Le problème, c'est que j'ai omis juste quelque chose, que moi j'en faisais davantage parce que j'étais pas dopé, alors que j'aurais dû en faire moins parce que grâce au dopage, j'ai récupéré plus vite que moi. Mais bon, sur ce coup, je me suis quand même planté. Mais ça veut dire que si on va au-delà de ces limites, on peut aussi aller le chercher dans la récupération. Ça veut dire que dans ce cas-là, ces gens-là, ils vont peut-être chercher une autre philosophie en termes de récupération et donner tous les moyens qu'ils peuvent avoir en termes de diététique, en termes de récupération, de sommeil, d'hydratation, pour mieux récupérer au plus vite et permettre au corps à apprendre à récupérer plus vite. Et peut-être que cette philosophie, si donc de vouloir se dépasser, on l'allonge à la suite, eh bien, ils n'auront pas besoin de tous les soins que l'on peut avoir gratuits parce qu'ils vont habituer le corps à mieux récupérer, faire le nécessaire de leur côté et essayer de gagner en autonomie. C'est pas ça. Le problème, moi, aujourd'hui, c'est quand on cache les douleurs, qu'on va dépasser des limites, tout simplement parce que derrière, dans notre philosophie, on est assisté et que derrière, il y a plein de gens qui vont s'occuper de nous gratuitement pour mieux récupérer. Moi, je pense que ça, c'est un vrai souci. Et dans tous les cas, en tout cas, c'est une philosophie qui ne peut plus correspondre à la situation actuelle. Situation actuelle, on nous dit surtout ce qu'il faut faire des efforts, etc., etc. Et je crois qu'on doit être tous responsables, on est tous des citoyens et on doit s'engager là-dedans. Alors, c'est peut-être en vain, hein, tout ce que je dis, parce que c'est beaucoup trop compliqué à mettre en œuvre et peut-être à faire changer les habitudes. Mais attention, voilà, je dis juste attention parce qu'on se rend dépendant d'un système qui fait que le jour où il s'arrêtera, ça va faire mal. Mmh. Mais c'est vrai que la vision un petit peu plus globale, qu'on appelle la vision holistique, elle est importante. C'est-à-dire qu'on est dans il y a un aspect systémique. Nous, on a par exemple là, commencé à créer un institut santé et mentale dans les sports d'endurance, là, où il y a plein d'experts qui viennent. Bon, on a Guillaume Millet, on a Tony Berthoud, on a Cyril Blanchard, on a pas mal de monde, où on se pose ces questions-là parce on voit que là, dans les sports d'endurance, il y a des dérives. Il y a des dérives. Et effectivement, Guillaume, c'est quand même quelqu'un qui étudie la fatigabilité, la fatigue et les limites en fait du corps humain. Anthony dans l'alimentation. Enfin, on est tous un peu sujets à se dire que ouh, on voit ça devient un peu n'importe quoi des fois et on a peur en fait finalement, enfin pas vraiment peur, mais quelque part, on voit et ce que tu évoques là Christophe, ça me fait penser un petit peu le côté de la pratique incarnée, tu vois? De la pratique. C'est-à-dire, quand tu conduis une voiture en fait, c'est ton véhicule. Au début, tu maîtrises rien en fait, tu vois? Tu regardes tout, c'est grand, c'est machin ou tu sais, je parlais aussi du 33 tonnes la dernière fois, dans le podcast à la bande à des plus, mais c'est immense et puis, au bout de plusieurs mois ou plusieurs années, tu es capable de garer ton véhicule au millimètre près. Donc ça veut dire que tu as une conscience incarnée de ton véhicule et le corps, ça serait bien de l'amener comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu saurais, tu vois, vraiment, te de te connaître, tu vois, vraiment, comme on peut se garer au millimètre près. Se connaître, c'est ça vraiment le côté de l'incarnation de quelque chose et c'est beau et c'est là où on va justement explorer ses limites et se dire: «OK, là, je peux pas plus, quoi. J'ai pas besoin de ça pour en faire plus». Parce que là, on se déconnecte de l'incarnation et là, il y a presque un message, un peu transcendantal, je suis désolé,
Mais comme tu disais, pas se regarder dans une glace, oui, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, on n'a pas réalisé soi-même, incarner sa pratique. Et là, j'ai l'impression qu'il y en a, ils ne l'incarnent pas du tout. C'est pas un jugement, c'est qu'ils sont pris par le système des réseaux et pris par un système où il faut être fort, il faut être le meilleur et c'est des drivers, en fait, hein, qu'on donne, comme si on était des enfants. C'est la Sois preuve un fort. peu de Strava, hein, enfin, entre guillemets «Strava», bon, je Oui. parle pas de ceux qui se font payer des performances, typer des performances, hein, pour avoir un profil super, mais notamment, je me rends compte aujourd'hui, il y a de plus en plus de développement de alors je suis un peu curieux parce que je vois quelques-uns, quelques personnes sur Strava et des fois, tu vois plein de coureurs qui sont à, je sais pas moi, 4,15, 4,30 au kill sur leur Strava et tu te rends compte que, eh beh, dans leur Strava, il y a du couru, il y a 50 minutes et le temps de durée de la séance, il y a 1h05. Ça veut dire que, globalement, tu peux facilement tromper ton monde parce que sur la première page apparaît, le temps couru et la vitesse de temps couru et tu trompes le monde et quand tu leur poses des questions, tu les mets mal à l'aise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, enfin, tous ces systèmes-là où tu es sur de la comparaison que tu peux facilement gruger, tu te rends compte que, eh beh, voilà, on est vraiment sur, je veux apparaître des gens, je veux qu'on me voie, je veux qu'on fasse tout ça. Mais en fait, c'est incompréhensible parce que comme tu disais au début, Eric, quand même, l'origine de cette activité, c'est quand même être seul, ouais, moi, j'ai créé mon truc, c'est estime montagne, c'est estime de soi par la montagne et de me dire, beh, comment à travers l'activité de nature, de montagne, tu peux retrouver une estime de soi, mais c'est-à-dire une confiance en toi à travers l'action, prendre confiance, ne pas avoir besoin de te comparer et cetera. Trouver tes solutions, enfin plein de choses, être un petit peu libre et autonome et là, on se rend complètement dépendant d'un système de reconnaissance donc et je prends l'exemple souvent du télétravail. Pour moi, le télétravail, c'est une bombe à retardement. C'est une bombe à retardement parce que au début, tu as l'impression que ça te fait du bien, mais au long terme, ça te coupe socialement. Et aujourd'hui, on demande aux gens à faire plein d'efforts, notamment pour le développement durable, et cetera. Mais tant qu'il y aura pas de vivre ensemble, personne ne fera d'efforts, hein, clairement. Tant que les gens ne compteront pas, comment aujourd'hui une personne qui ne se sent pas considérée peut faire des efforts pour les autres? Et encore moins pour la terre. Parce C'est qu'en plus, vrai. bon, les efforts, on ne les fait pas pour la terre, c'est juste qu'on veut sauver l'homme sur la terre. C'est vraiment différent parce que le jour où la terre n'aura plus l'homme, je pense qu'elle s'emportera bien. Mais la question, c'est que, je crois qu'il faut vraiment qu'on retrouve du ensemble, du collectif, pour que derrière, on arrive à faire des efforts et agir de manière éthique. On ne peut pas agir de manière éthique si on ne se sent pas considéré. Et aujourd'hui, on a ce gros problème dans la société où les gens ne se sentent pas considérés et vont essayer d'exister à travers le paraître. Et Ah mais là, c'est clair. voilà, on est dans ce type de déviance. Nous, c'est l'ultra-trail, mais j'imagine que dans d'autres milieux, il y a d'autres solutions trouvées. Oui. Peut-être Alors que oui. Fred, tu as des questions, oui. Non, 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 mais je pense que tout le monde sera passionné par votre dialogue et j'étais convaincu que votre rencontre allait être juste passionnante. Donc je vous laisse, vous exprimer, c'est juste, parfait. Vous avez parlé tous les 2 de bonheur et c'est vrai qu'on voit souvent à travers les réseaux sociaux des gens afficher une façade de bonheur à travers ce que vous dites tous les 2. C'est-à-dire on affiche une belle photo, on affiche un beau temps, sur un compte Strava. On a l'impression qu'on est heureux et puis en fait quand on rencontre ces gens dans la rue, bah, finalement, on se rend compte qu'ils sont pas si heureux que ça parce qu'en fait, ils nous dévoilent rapidement que, bah, ils ont des tas de soucis, mais qu'en fait, les réseaux sociaux servent de façade, de façade au bonheur. Et aussi, une autre chose, que tu évoques souvent, Eric, c'est la notion d'existence Mmh. et cette notion où exister, c'est d'abord, avoir un besoin de se comparer aux autres et ça, pour toi, c'est aussi un vrai danger dans cette société aujourd'hui, que vous décrivez comme, presque perverse parce qu'on veut essayer de montrer le meilleur de soi-même, mais finalement, en fait, on trompe son monde. Ouais, c'est assez profond parce qu'en fait, il faut revenir aux racines un petit peu philosophiques de ça. C'est René Girard qui a travaillé sur le mimétisme social et notamment le désir mimétique. On voudrait toujours, par altérité, être un peu l'autre, donc dès notre naissance, nous sommes un peu jaloux, quoi, tu vois? Donc on est jaloux et on peut devenir envieux et au bout du compte, c'est les autres qui nous font souffrir. Quand on regarde bien, c'est toujours les autres qui nous font souffrir. C'est vraiment le rapport humain, le rapport social qui nous fait souffrir et donc on se met dans le cerveau comme notre cerveau est bien connecté pour la survie, bah, il fonctionne super bien là-dedans. Donc ça crée finalement des comportements et des conduites qui sont liés à ça, au désir mimétique. Bah, en fait, on est jaloux, envieux, donc les réseaux alimentent, mais et ça, ceux qui les créent, ils le savent bien. C'est qu'on crée une dépendance et finalement on revient parce qu'on vient chercher du like, on vient chercher de la récompense, on vient chercher le circuit de la récompense, il marche super bien.
donc le système dopaminergique, sérotoninergique, et cetera. Et c'est là où, en fait, ce qu'évoquait Christophe, c'est comment retrouver du sens là-dessus, c'est oser ralentir, comme il dit, tu vas dire, on va, et ça, c'est plus difficile. Se dé Pouvoir se déconnecter des mondes, des applis, ça, c'est dur. C'est un vrai travail. Pourquoi? Parce qu'il y a un côté commercial aussi, et on n'est pas les seuls responsables. C'est ça que je voudrais dire aussi à Christophe, où je mets de la nuance. C'est que parfois, on constate, mais je pense qu'il ne faut pas non plus, jeter la pierre, parce que, il y a aussi le système, autour de ça, commercial, qui lance, tu vois? Les réseaux, c'est une bombe, quoi. C'est une bombe à retardement sur la reconnaissance, quoi. Et finalement, tu vois, des fois on dit: «Ouais, il faut trouver de la résilience et tout ça». C'est facile de dire ça. Non, la résilience, c'est collectif. La résilience, c'est un événement, c'est Cyrulnik qui il dit que tout doit être collectif. Il doit y avoir des forces collectives pour aller contre ça. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on converse et qu'on en parle ce soir. Mais je crois qu'aussi, faut pas jeter la pierre. Les personnes, des fois, elles sont isolées, et c'est ça, voilà, c'est plus facile, hein, une personne isolée, d'être faible et d'aller, justement, aller tricher, aller avoir des conduites, voilà, qui sont pas forcément les meilleures. Mais ouais, enfin, 100 d'accord, hein, avec l'impact du Mmh. système, mais c'est un constat malheureusement, le système, c'est difficile, d'agir dessus, et en plus quand on cherche à le changer, on n'a pas la main sur le changement. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont au-dessus de nous qui vont choisir de le changer ou pas. À un moment donné, moi j'ai voulu casser un système, j'ai voulu le changer, j'étais dans un milieu qui était le cyclisme, mais au final je me suis cassé les dents parce que seul contre un système, tu as un quota résistance, il arrive un moment où tu exploses, tu peux plus et tu t'épuises finalement sur des résultats que tu ne maîtrises pas. Alors que ce que moi j'essaie juste de rappeler, c'est que, eh beh, il est inutile, c'est pas qu'il est inutile, mais il faut pas chercher à se battre juste contre les systèmes parce que c'est des choses qu'on n'arrive pas à bouger. Par contre, qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau, pour créer cet environnement et travailler sur moi? Et malheureusement, comme tu dis, hein, on part pas tous du même niveau. On n'a pas tous la même éducation, on n'a pas plein de choses. Ce sera sûrement plus dur pour certains que pour d'autres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut agir. On peut travailler sur soi et on peut travailler sur son environnement. Et souvent, quand au départ, je parlais, moi j'interviens beaucoup sur tout ce qu'on appelle le facteur de réussite. Mais c'est pareil, voilà. Aujourd'hui, par exemple, des gens, ils viennent me voir, ils me disent, ben voilà, Pogacar, il est dopé, c'est pas possible. Je lui dis: «Bah, Pogacar, je sais pas moi, s'il était dopé, les autres le dénonceraient. Finalement, pourquoi les autres ne le dénoncent pas? C'est peut-être qu'eux non plus, ils sont pas très clairs. Ça veut dire que déjà, le système où, si tu es pas libre avec toi-même et que tu as des secrets, beh, tu peux peut-être pas te permettre justement d'agir conforme à tes valeurs. Et donc là, tu te retrouves dans un système de prisonnier qui fait que finalement, eh beh, si en plus le système, lui, il change pas, toi, tu peux pas t'exprimer pour essayer d'évoluer parce que sinon ça te revient en pleine figure. Et automatiquement, tu es plus dans cette démarche où tu vas te retrouver, un petit peu constructeur de ton bonheur. Alors souvent quand j'interviens, je mets comme titre: «Agir ou subir» parce que finalement c'est ça. Qu'est-ce qu'on choisit aujourd'hui? Est-ce qu'on choisit de subir un système, de subir la vie, on la prend telle qu'elle arrive? Ou est-ce qu'on essaie de prévenir? Parce que le problème, c'est que si on attend que ça n'aille pas, le problème, c'est que le jour où ça va mal, on n'est pas la meilleure des personnes et c'est super difficile de rebondir. Comme je disais tout à l'heure, j'intervenais, je dis que souvent, ce qu'il faut, c'est avoir plusieurs cordes à son arc pour ne pas être dépendant d'une personne. Et donc, pour pouvoir avoir d'autres activités et avoir plusieurs cordes à ton arc, il faut être capable d'attirer des opportunités, être capable de les saisir, être capable de les transformer en chance. Un petit peu comme disait Wiseman, où il a essayé de comparer les chanceux et les malchanceux. Et la question, c'est que, le problème, c'est que si tu attends d'être, au fond du trou, tu vas être au fond du trou et tu n'attireras aucune opportunité. Et finalement, contrairement à la logique, c'est au moment où tout va bien que tu devrais aller chercher les opportunités et les saisir. Parce que c'est là où tu es la plus belle personne. Et ça, malheureusement, on n'est pas prêt à ça. C'est un système où on te met dans un confort et on te pousse très bien dans un confort. Moi, je vois, j'arrive au boulot tous les lundis matins, je vois plein de gens dans le couloir, je dis: «Alors comment ça va?» «Comme un lundi, vivement vendredi». Et pendant 40 ans, ils vont faire la même chose. Et pendant 40 ans, ils vont rester dans ce système où finalement, ça leur plaît pas trop, ils prennent pas leurs pieds, mais en même temps, c'est un certain confort où je gagne. Et le jour, malheureusement, où ça n'ira pas, ce sera trop tard. Ce sera trop tard parce qu'ils seront au fond du trou et n'arriveront pas à s'attirer des opportunités, c'est-à-dire à être la plus belle personne qu'ils puissent être. Eric, tu voulais compléter sur cet aspect justement d'attendre le dernier moment et d'attendre en fait finalement, des solutions qui existent plus pour justement aller, chercher cette quête, du sens du bonheur et du sens de ce qu'on est, de comment on existe? Ouais, alors, c'est vrai qu'en résumé,
On évoquait le fait, qu'il y a un cheminement, individuel. Oui, on a tous des êtres, singuliers, il y a aussi un petit côté collectif, donc je pense qu'évoquer un petit peu les 2 pistes, j'évoquais tout à l'heure le revenir à une pratique incarnée, pas quantifiée, par exemple. C'est le côté, on essaye de bien vivre sa pratique, pas forcément pour exister. Je parlais de décélérer un peu parfois aussi. C'est bien d'avoir des moments de vagabondage, de se dire aussi: «OK, je souffle, j'ai des périodes, tranquilles et puis, pourquoi je m'afflige tout ça?» Et il y a des périodes d'introspection, voilà, que je fais aussi avec les athlètes. Je pense qu'il faut aussi exprimer aussi, je pense que le petit cahier, on l'a oublié, moi je le demande. L'écriture, par exemple, la continuité du stylo, c'est toujours important, mais aussi la parole. Les mots peuvent devenir des maladies textuellement transmissibles, hein. Donc il peut y avoir la parole, des cercles de discussion, des choses comme ça, de discuter. Je pense que l'entourage est important là. Quand on parle dans la dictologie, on parle de thérapie familiale, de logique de groupe et cetera. C'est toujours intéressant. C'est pour ça que là aussi, il y a un côté collectif qui est toujours important. Il peut y avoir des avis aussi des autres, dire: «Hey, qu'est-ce que tu es en train de faire, quoi?» C'est très, très important parce qu'il peut y avoir un cercle d'influence, des gens qui sont très influençables souvent aussi. Et puis, ouais, justement, d'inclure les dimensions relationnelles, hein, émotionnelles dans l'entraînement. On a oublié le côté des sensations, on parle toujours de sens comme une direction, mais il y a la signification qu'on lui donne et aussi les sensations. Les sensations, c'est super important. Pourquoi on vit? À un moment donné, c'est pour bien aller chercher des sensations. Je pense, j'imagine, sur un vélo, c'est tellement chouette de sentir le vent, de faire des choses, de sentir des odeurs, de voir la nature. Et là, on met juste un prisme sur, il faut que je fasse un segment. Donc, on se polarise son attention sur finalement un secteur hyper particulier qui n'est pas forcément le meilleur, quoi. Parce qu'on peut avoir des sensations et gagner, hein. Aussi, il y a des personnes qui l'ont fait. Et voilà. Donc, grosso modo, voilà un peu comment retrouver un peu du sens. Il y en a plein d'autres, mais comment exister autrement. Je pense que je vais laisser aussi la parole à Christophe par rapport à ça. Non, non, mais en fait, c'est vrai quand tu dis la quête du bonheur, Fred, mais en plus, moi j'ai fait une grosse erreur. Ce que j'ai compris, c'est qu'automatiquement, il faut pas chercher à faire atteindre un bonheur bien précis à une personne. Je crois qu'on a tous notre bonheur. La question, c'est que souvent, quand on pose la question, on le fait rarement ça. Est-ce que finalement, poser la question aux jeunes, leur demander: «Qu'est-ce qui te rendrait heureux?» Mais pas ce qui te rendrait heureux immédiatement, mais qu'est-ce qui te rendrait heureux dans 10 ans, dans 15 ans, dans 30 ans, dans 50 ans? Alors ça peut faire sourire ce que je dis, mais je suis intervenu déjà sur l'équipe de France, je leur donnais un tableau, qu'ils l'aient avec eux. Je leur demandais pas de me le compléter, mais qu'ils y réfléchissent, où je demandais des objectifs jusqu'à 50 ans, des objectifs sportifs, objectifs, familiaux, objectifs professionnels et objectifs personnels. Quelle personne vous voulez être dans 50 ans, en fait? Quand on vous voit dans la rue, pour quelle personne vous voulez apparaître? Vous voulez apparaître comme quelqu'un qui triche en permanence, une personne en qui on n'a pas confiance? Ou vous voulez apparaître comme une personne honnête, en qui on a confiance, et cetera? Moi, je me fiche de savoir quelle personne vous voulez être et pour quelle personne vous voulez apparaître dans 50 ans. Mais il y a une certitude, par contre, c'est que si vous voulez avoir cette image dans 50 ans, il faut y travailler dès aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a trop de gens qui se mettent à changer, à travailler sur eux qu'à partir du moment où ils ont besoin de quelque chose. Je crois que c'est pas ça, en fait. La philosophie, c'est être la plus belle personne que l'on puisse être et finalement, le jour où tu as besoin de quelque chose, ça s'ouvre à toi et tu as plus finalement besoin de faire beaucoup d'efforts parce que tu as été la plus belle personne que tu pouvais être et c'est pas automatiquement faire des efforts pour recevoir quelque chose en retour et ça, cette philosophie de pouvoir donner, d'être la plus belle personne, de faire du bien à des gens et cetera. Peut-être qu'un jour, tu passes dans un couloir, tu as une personne qui est assise, elle paraît malheureuse. Toi, pour autant, tu es pressé, mais que peut-être, eh beh, tu vas prendre le temps, tant pis, tu fais ta BA parce que tu sens qu'elle a besoin de ça. Et tu vas prendre le temps de lui poser la question si elle va bien. Déjà, tu vas attendre la réponse, hein, contrairement à beaucoup qui sont déjà partis, ils sont déjà à 10 mètres quand tu leur réponds. Et tu vas prendre le temps d'essayer de comprendre comment elle va et lui donner quelques mots pour la réconforter. Mais sur le coup, c'est sûr que tu n'en sors pas grand-chose, si ce n'est que quand même de la satisfaction personnelle. Mais que peut-être finalement, eh beh, au fil du temps, eh beh, voilà, tu as cette image et tu deviens une personne de confiance et plus tard, eh beh, peut-être ça va t'ouvrir plein d'opportunités. Et même si ça n'ouvre pas, eh beh, finalement, tu as ton amour propre et tu es fier et tu as cette estime de soi où tu sais que tu agis pas seulement pour toi, mais également pour les autres. Et là, voilà, c'est ce côté auto-centré que l'on a aujourd'hui où finalement on a envie qu'on nous regarde, qu'on nous estime, mais on oublie parfois de donner. Et je crois que là-dessus, c'est essentiel. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, le vivre ensemble. Je crois ben, que ça en est le principal dommage au final de tout ça. Ça veut dire qu'étant donné qu'on s'auto-concentre, on s'auto-centre, on a envie qu'on nous voit, etc., ben, on oublie de regarder les autres parfois.
Et du coup, oui, comme tu dis, Eric, on les envie. Mais c'est pas pareil que les regarder et leur apporter du bien. Non, non, justement, est-ce que c'est pas aussi cette image que nous renvoie en permanence la société à travers tout ce qu'on reçoit, à la fois, en images? Alors aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, mais il y a aussi, la télé, il y a les affichages dans les rues, il y a tout ce qu'on nous envoie, même l'aspect social qui fait qu'à un moment, moi j'avais vu ça quand j'ai fait mes études d'économie et de sociologie, mais de se dire qu'à un moment, en fait, on aspire tous à s'élever socialement et à toujours essayer de croître, de croître, de croître et que dans cette société, bah, aujourd'hui, le sport peut être un terrain d'expression de l'ascenseur social, comme peut l'être, la musique, comme peut l'être aussi, la hiérarchie, dans une entreprise. Mais, que tous les moyens sont utilisés parce que tout simplement, finalement, on est pris dans une spirale où c'est la société qui nous montre cette image. Alors, très peu de gens sont sans doute capables d'en sortir. Très peu de gens sont peut-être capables d'analyser que finalement, ils sont pris dans une spirale qui est pas la bonne et qui doivent s construire leur propre vie, leur propre envie du bonheur et construire, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais est-ce que c'est pas aussi ça le danger? Et aujourd'hui, qui accepterait, demain d'avoir, 15 000 000 sur son compte et de se dire: «Bah, finalement, je vais tout plaquer et puis je vais aller vivre dans un HLM». Je veux dire, tout le monde aspire à l'inverse plutôt, non? Oui, c'est vrai qu'on est dans une société effectivement comme ça, mais on a quand même, eu des penseurs, bien avant nous et la philosophie existait bien avant la psychologie et même des neurosciences ou plein de choses. Je pense qu'il faut revenir à des concepts philosophiques et ils sont toujours valables. C'est ce qu'on appelle l'effet Lindy, c'est-à-dire, les choses sont toujours là et l'historique. Et je pense il faut qu'on revienne à des valeurs aussi parce que et des vertus et des valeurs, là, ce qu'évoquait Christophe, c'est donner, recevoir, rendre. C'est Marcel Mauss, hein. Il y a même le mot «demander» qui pourrait être c'est-à-dire on peut demander à quelqu'un à un moment donné et puis après, il faut savoir donner, recevoir et rendre. C'est la plus belle chose qu'on peut faire. Mais en fait, là, on n'est plus là-dedans. C'est-à-dire qu'on ne sait plus, donner de la reconnaissance, en recevoir et l'estime de comme évoquait Christophe, l'estime de soi, il y a une partie d'amour de soi aussi. Il y a une partie, on se sent efficace, mais pas au-dessus des autres. On se sent aussi avec une certaine valeur, mais pas au-dessus des autres. C'est qu'à un moment donné, on est capable de dire: «OK, j'en ai suffisamment, je vais donner». Parce que je sais qu'en donnant, je peux recevoir et là, on donne plus. On donne plus, on donne dans «l'effort» entre guillemets pour, aller tout de suite recevoir. Voilà et on a oublié, avant les verbes de Marcel Mauss d'un point de vue là, sociologique, hein, là on est dans la sociologie, mais presque philosophique aussi, qui sont sur le don, voilà, la capacité du don. Donner, c'est aussi le nous, c'est le collectif. C'est qu'est-ce qu'on peut faire avec, quoi et ça s'effrite beaucoup quand même et dans le trail, on le voit aussi, ça s'effrite. Et après, bon, il y a également un 2e aspect. Moi, je pense qu'il est important de travailler, c'est qu'indéniablement quand même, on a beau dire, mais un milieu a tendance à formater, et à culturer. L'acculturation et aujourd'hui, on se rend compte, moi, je travaille beaucoup auprès des jeunes et j'explique aux jeunes, finalement, quand ils rentrent, parce qu'on a tous tendance à rentrer dans un groupe, ils rentrent dans un groupe dans lequel il y a des gens avec qui ils s'entendent bien et cetera. Et finalement, est-ce que tu as envie d'agrandir le groupe ou tu as juste envie de le faire grandir? Et je crois que là-dessus, c'est une vraie question qu'on doit se poser parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup trop de gens, hein. Moi, je vois dans le rugby, tout le phénomène d'acculturation dans le rugby est monstrueux. Est-ce qu'on aime la 3e mi-temps parce qu'on joue au rugby ou est-ce qu'on joue au rugby parce qu'on aime la 3e mi-temps? Dans tous les cas, les 2 vont ensemble. Donc, on doit se poser la question quand même. Et aujourd'hui, on a beaucoup trop de gens qui sont prêts à changer, à évoluer, à se modifier, ne plus agir conforme à leurs valeurs ou tels qu'ils étaient, hein. Pour derrière faire partie d'un groupe. Parce que, sauf erreur de ma part, je pense que l'être humain a du mal à vivre seul et Oui. quand, voilà, à un moment donné, pour des raisons, hein, comme l'adolescence, où on en a marre des parents, on s'en détache et puis, indirectement, il faut s'attacher à un groupe et pour faire partie du groupe, parfois, il faut s'acculturer et faire un peu comme les autres et d'autant plus que des fois, il est encore plus difficile d'avoir ce qu'on appelle des compétences psychosociales, hein, les capacités à dire non, à imposer, à rester soi-même dans un milieu plutôt pressant et là, je crois que là-dessus, il y a un gros travail à faire là-dessus parce que le milieu du trail, finalement, on a beau dire, mais tu vois une course de trail, tout le monde se ressemble. Tout le monde se ressemble aujourd'hui, oui, mais c'est vrai au final. Oui, il y a un code. Tout le monde se ressemble et heureusement qu'il y a de temps en temps des gens qui sortent du lot.
Mais C'est on vrai. s'acculture. L'entraînement, c'est une acculturation. Enfin, il y a plein Bien de choses. sûr. Il y a tout un système qui fait que ça t'acculture et ça t'amène à faire comme les autres. Et pour autant, on sait qu'aujourd'hui, les grands qui ont changé le monde sont les gens qui sont allés à contre-courant souvent, qui avaient des convictions, personne n'y croyait et pour autant, eh beh, ils ont été au bout des choses et ça a fait des révolutions. Donc là-dessus, moi, je suis vraiment favorable à vouloir maintenir la personnalité, c'est-à-dire l'identité des gens et attention à de ne pas devenir, ce que le groupe souhaite que tu deviennes parce que ça te met dans un système où finalement, tu fais rien avancer, en fait. Et ça, c'est important pour un jeune d'entendre que est-ce que finalement, en étant dans ce groupe, il existe ou c'est le groupe qui existe? Parce que souvent, malheureusement, tu es dans le groupe, mais c'est pas toi qui existe, c'est le groupe et toi, tu es devenu comme les autres. Je vais devoir vous laisser, Fred, j'avais dit aussi, un petit rendez-vous. Bah, écoutez, c'était une conversation Non, superbe. non, pas de souci, ce qu'on Mmh. va faire, c'est, parfait, parce que c'est vrai qu'on pourrait complètement, Oui, durer, je me 1 heure encore 3 heures. on peut encore faire facilement 3 heures. Je pense on aura l'occasion peut-être de faire un second épisode. Je sais que vous m'avez Avec accordé plaisir, ce temps et je vous remercie, beaucoup en tout cas. Je savais que vous alliez être d'accord. Je vous ai laissé beaucoup parler. J'espère que ça plaira à tout le monde. C'est vrai que vous êtes en face. Je savais que vous aviez, 2 clés d'entrée différentes, mais que finalement vous alliez être, tous les 2 d'accord. Je disais l'autre jour, il y avait, Christophe, Jacquard. Il y avait peut-être ce soir Christophe et Éric Jacquard, en allusion à Albert Jacquard, bien sûr. Donc, merci beaucoup tous les 2. mmh mh. On va s'arrêter ici, pour ce regard, lucide, bienveillant, sur le sport, mais aussi sur, la société, sur, cette philosophie de vie qu'il faut peut-être, adopter. Et puis, si on devait, peut-être conclure, je ne sais pas si vous êtes d'accord, la vraie question, c'est peut-être pas combien de courses on fait, peut-être pas combien de kilomètres ou combien de dénivelés on fait, mais effectivement, pourquoi on court toutes ces distances, tous ces dénivelés? En tout cas, Ouais, merci. moi j'avais peut-être une petite réponse aussi de enfin, petite citation perso, mais c'est vrai que l'endurance, c'est pas forcément toujours aller loin, le plus loin possible et cetera. Je pense qu'il y a aussi une notion dans la dictologie, nous, de courir juste assez longtemps avec soi-même et sans vouloir la fuite, quoi. Et il y a vraiment un côté d'introspection là-dessus, pour moi, qui est fondamental et courir juste, le mot «juste», c'est quand même, un gros travail à faire, je pense, chez les jeunes et les moins jeunes, évidemment. Voilà. Christophe, je te laisse conclure. Non, je pense que, comme je disais, je crois que, comme je dis souvent, un gamin, à l'âge de 4 ans, quand tu le mets dans un jardin avec un ballon, il tape dans le ballon, il joue. Il joue ce qu'il a juste envie, c'est taper dans un ballon. Parfois, tu le mets dans un club et ce qui le motive au bout de 3 semaines, c'est le match du samedi. Et je crois que là-dessus, il faut voir que ce qui nous attire vers ces activités, c'est avant tout le jeu, c'est le plaisir que t'apporte la pratique, mais c'est pas automatiquement les conséquences de ta pratique que tu recherches. Donc peut-être revenir à notre origine et redevenir un enfant. Merci pour ces très beaux mots à tous les 2. Et puis, Avec plaisir, à très bientôt sur, différents endroits. Ouais, Eric, on se verra à Rodrigue et Christophe, avec on se verra plaisir. peut-être, ailleurs en fin d'année. Merci à tous les 2 et à bientôt. Merci. Ouais, merci. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Trail Business Club. N'hésitez pas à le partager et à nous dire ce que vous en pensez. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous conseille de vous abonner à la newsletter Mile and Stone. Elle est gratuite et vous pouvez vous inscrire sur mileandstone.com.